Bienvenue à la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Vous avez été nombreux à l'attendre, et bien nous y sommes. Zion Kickup Startup se réjouit de vous accueillir et de passer en votre compagnie les 5 prochains jours. Saviez-vous que les Africains basés hors du continent sont les premiers bailleurs de fonds de l'Afrique et la Suisse, la première place européenne pour les transferts d'argent des étrangers vers leur continent d'origine? Autour du thème « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible », rencontrons les entrepreneurs africains de Suisse, véritable puissance financière, économique, intellectuelle, etc. Amis de l'Afrique, ce salon est pour vous. Chaque jour dès 12h30 et vendredi dès 10h, parcourons les allées du salon. Parlons agriculture, santé, développement durable, énergie, technologie, formation et retour au pays. Les pays africains et la Suisse auront l'occasion de clarifier leurs offres pour les entrepreneurs et les entrepreneurs potentiels. Nous aurons l'occasion de faire du réseautage. Nous en saurons plus sur la ZLECAf. Nous discuterons autour du thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» Et vous, public, pourrez voter pour le meilleur pitch projet. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur www.salonafriquezks.com pour vous inscrire. Faites savoir. Connectez-vous aux réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn de Zion Kickup. Invitez et surtout, restez connectés. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. « 35% en moins pour 2025. Et même 80% en moins pour l'horizon 2050. C'est le nombre d'emplois qui vont disparaître, donc plus de chômage. Cette perspective touche toutes les classes de la société et tous les secteurs professionnels, tels que l'horlogerie, la vente, l'industrie, la communication, l'informatique, l'administration, le juridique, etc., etc. Allez-vous attendre de vous y retrouver pour agir? Allez-vous attendre que cela vous touche pour réagir de manière significative? Décidez de prendre votre destin en main. Cela commence aujourd'hui, ici et maintenant. Chez Zion Kickup Startups, nous avons compris cela et nous avons décidé de nous mettre en action. Mais nous ne voulons pas le faire seuls. Vous aussi, vous devez faire quelque chose. Nous sommes cette plateforme qui vous offre la possibilité de fédérer, Échanger, travailler, innover, créer, Se vendre, mais ensemble. Nous formons un réseau de compétences, de formation, d'équipement et de sensibilisation à la création d'entreprises. Notre ADN, c'est le leadership. Notre colonne vertébrale, c'est l'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes dynamique, vous avez toujours voulu créer votre propre business, mais vous ne savez pas par où commencer, vous avez un beau projet, vous hésitez encore à vous lancer, alors nous sommes là pour vous. Rejoindre Zion Kickup Startups, c'est concrétiser votre projet. être propulsé dans le monde de l'entrepreneuriat. mais c'est aussi rejoindre une vision, une éthique. Alors n'attendez pas, venez, nous parlons votre langage. Au programme cette semaine, lundi, agriculture. Mardi, santé, développement durable. Mercredi, énergie. Jeudi, formation, témoignage. Vendredi, réseautage, conférences, débats, distinction pitch, etc. Journée énergie. Au programme du jour, d'un entrepreneur. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. L'exposé du jour. À vos marques, prêts, pitchez. Le soleil, cette grande ressource naturelle abondante en Afrique, mais pourtant si peu exploitée. En effet, la grande partie du continent souffre de fournitures d'électricité insuffisantes. Allons à la rencontre de ces entrepreneurs pour comprendre comment ils bâtissent l'Afrique dans le domaine de l'énergie afin d'assurer à tous une fourniture suffisante de cette bénédiction.
Bonjour, merci de me recevoir. Je me présente, Nyayumbi. Je suis le fondateur de Neolec et son pendant africain qui s'appelle Elec for Africa, dont l'objectif c'est de maximiser les énergies renouvelables. Je suis très content d'être parmi vous. L'entreprise Neolec elle est basée à Lausanne et son pendant africain Elec for Africa est basé à Douala, au Cameroun. L'objectif, c'est de pouvoir aider en même temps le résidentiel et les entreprises à s'équiper en énergie renouvelable et les aider à mieux utiliser cette énergie qui sera optimisée avec nos algorithmes. En effet, c'est une bonne question. Nous estimons en fait chez Neolec que l'avenir de l'Afrique passe par une bonne électrification. Il faut savoir que le taux d'électrification est relativement faible en Afrique, autour de 40%. Et les études le montrent bien, on aura une bonne croissance et un bon PIB si on a une bonne électrification du pays. Donc nous pensons qu'avec ces solutions, nous allons pouvoir amener beaucoup de croissance dans les pays d'Afrique et nous savons que nous en avons besoin. Alors effectivement, Neolec et Elec for Africa, on est sur une niche qui est assez spécifique. En fait, on a un gros problème en Afrique, c'est qu'au niveau de l'électrification, même si on a de l'énergie, on ne sait jamais si nos factures sont justes ou pas. Donc le vrai problème, c'est est-ce qu'on a les outils pour pouvoir contrôler ce qu'on consomme et après, dès lors que nous consommons cette énergie, est-ce qu'on peut pouvoir l'optimiser? Alors, le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de coupures de courant en Afrique, si bien qu'on est obligé d'avoir une énergie supplémentaire d'appoint et un stockage intelligent qui va pouvoir finalement démarrer au moment où cette énergie n'existe plus au niveau du réseau électrique. L'impact social, il est indéniable. Effectivement, quand vous pouvez vous électrifier, vous allez pouvoir développer des activités. Le gros problème du manque de croissance en Afrique, c'est aussi parce qu'on n'a pas les infrastructures autant au niveau du réseau qu'au niveau des entreprises pour pouvoir avoir une continuité de service optimale. Donc effectivement, en amenant des énergies renouvelables, non seulement on contribue à une meilleure croissance mondiale et en même temps au niveau de l'Afrique. Alors effectivement, je dois dire qu'on a énormément été aidé au niveau du canton de Vaud et au niveau de la Confédération, puisqu'au niveau des startups, il y a un écosystème très important qui vous permet d'évoluer et de passer des problématiques que vous aurez en tant que startup. Donc Neolec, on a fait partie de Venture Lab, qui est une formation qui vous permet de mieux comprendre les enjeux des startups. Nous avons fait partie d'une mesure d'accompagnement qui s'appelle Genilem. On est en cours d'acceptation, donc on a passé 2 niveaux et puis le 3e dernier niveau se passera en mars 2021. Nous faisons partie aussi d'un écosystème qui s'appelle Innovo, qui est une mesure d'accompagnement, qui nous a permis d'intégrer un incubateur qui s'appelle Cleantech Alps. Donc effectivement, on peut dire que toutes ces structures vous permettent effectivement d'avancer et de passer les étapes et les problématiques que vous avez en tant que start-up. Donc je dirais que de ce point de vue-là, on est quand même relativement bien servi au niveau de la Suisse. Alors effectivement, les défis, on en a quotidiennement. Je dois dire que c'est un peu la foi qui nous fait avancer. En revanche, je dirais qu'on a quand même des mesures d'accompagnement en Suisse qui nous permettent de nous remettre en question, de nous faire pivoter, c'est un peu du langage start-up, c'est-à-dire d'essayer de prendre la bonne direction et de pouvoir la modifier cas échéant, parce qu'effectivement, entre ce qui est dans nos têtes et le monde réel, l'écart est plus ou moins grand. Et je dirais que d'être accompagné, ça vraiment nous aide à savoir s'il faut arrêter ou continuer. Et personnellement, j'ai vécu un premier échec dans une première start-up. Et effectivement, la bonne chose, c'était d'arrêter pour pouvoir mieux rebondir sur une deuxième start-up. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Au niveau de l'Afrique, je dirais, le principal défi, c'est de pouvoir adapter des solutions entre guillemets européennes et de les adapter au continent africain. Donc je dirais qu'en étant franco-africain,
je peux comprendre les problématiques des deux côtés de la Méditerranée. En revanche, de ne pas être sur place et de ne pas pouvoir faire le suivi commercial, c'est un petit peu difficile après derrière de pouvoir continuer son activité. Donc je dirais que si on n'a pas du relais sur place, vaut mieux pas continuer. Je leur dirais de contacter Neolec ou Elec for Africa, dans la mesure où personnellement j'ai beaucoup remarqué que les projets sur notre continent sont des copier-coller de concepts européens, mais dans lesquels on n'a pas bien compris la problématique et les enjeux qui sont spécifiques à l'Afrique. Donc je dirais que je serais très heureux de pouvoir les aider à prendre la bonne direction pour aller sur le continent africain. Alors je dirais que c'est une excellente initiative. Personnellement, j'ai moi-même pu pitcher, c'est-à-dire j'ai pu présenter la solution Elec for Africa à 2 reprises dans des conférences Zion Kick-Up Startup à Lausanne. Et effectivement, nous ne le cacherons pas, on fait partie d'un coaching spécifique grâce à tout ce qui est mis en place au niveau de Zion. Et puis ce salon, c'est une formidable opportunité pour montrer que finalement, on est maître de notre destin et on a envie de faire ce qu'on peut pour l'Afrique. Et c'est avec cœur et émotion que je fais partie de cet écosystème dont je suis très fier. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Et je le fais avec grande fierté et avec beaucoup d'énergie. Et le plus tôt sera le mieux. Et je suis fier de faire partie de cette mouvance. Merci. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Building the Africa we want, it's possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zionkickup.com. N'oubliez pas de vous abonner. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. Bonjour, merci de m'accueillir à l'occasion de ce salon. Je suis Sylvain Lemofouet, je suis cofondateur et directeur d'Eneris PowerTech. Eneris PowerTech, c'est une start-up de l'EPFL. Nous sommes basés ici au parc scientifique de l'EPFL, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Eneris propose une solution de gestion et de stockage d'énergie qui est basée sur l'air comprimé. C'est-à-dire on va utiliser une source d'énergie qui peut être un panneau photovoltaïque, qui peut être le réseau électrique, qui peut être une éolienne et qui produit de l'électricité de manière intermittente, aléatoire. On va aspirer l'air. On a développé une machine qui permet de comprimer cet air de manière efficace, de la stocker dans des réservoirs
Et quand on a besoin d'électricité, par exemple la nuit, ou quand le vent ne souffle pas, eh bien, cette air-là, la machine, elle reconvertit cette air-là pour refaire l'électricité. Donc, dans le contexte africain, on voit par exemple de nombreuses délestages ou coupures d'électricité. Donc ça, c'est une solution qui permet de faire du backup, du stockage pour surmonter les coupures d'électricité, mais c'est aussi une solution qui permet de faire de l'électrification décentralisée dans des régions qui sont isolées et déconnectées du réseau. Et nous, on a la conviction que c'est la solution pour l'Afrique parce qu'il n'y aura pas la possibilité de faire des grands réseaux comme ça existe dans les pays développés. En tout cas, ce n'est pas à court terme. Donc il faut une solution décentralisée et pour qu'elle soit réalisée, il faut le stockage. Il faut une bonne solution de stockage qui est adaptée au contexte difficile de l'Afrique et c'est ce que nous cherchons à offrir. La vision d'Eneris, c'est l'électricité propre pour tout le monde, l'électricité propre et abordable pour tout le monde, partout, tout le temps, tout en préservant l'environnement. Et pour que cela soit possible, il faut que l'électricité soit produite à partir des sources renouvelables. Or, le problème des sources renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Il faut la stocker. Donc, notre mission, c'est de proposer aux consommateurs et aux producteurs d'électricité une solution écologique, économique et durable pour stocker l'électricité sous forme d'air comprimé afin d'avoir une meilleure efficacité et une meilleure autonomie énergétique. Alors, si vous regardez aujourd'hui dans le contexte de l'énergie et particulièrement si on considère l'électrification décentralisée qui est selon nous la meilleure option pour l'Afrique, les solutions qu'on propose pour stocker, c'est essentiellement les batteries électrochimiques à base de plomb, de lithium, toutes sortes de... Ces solutions ne durent pas longtemps, elles contiennent des métaux dangereux et finalement, elles sont chères. Donc, ce que nous proposons à travers le stockage d'énergie par air comprimé, c'est une solution qui est véritablement écologique. C'est de l'air, c'est de l'eau, c'est des aciers qui sont facilement recyclables. C'est une solution qui dure plus de 20 ans, donc c'est 2, 3, 4 fois plus durable que les batteries. C'est une solution qui est économique et c'est finalement une solution, on propose une solution tout intégrée qui est facile à être utilisée et qui est facile à être déployée un peu partout dans le monde. Le projet d'Eneris découle de mon projet de thèse à l'EPFL entre 2002 et 2006. C'est un projet de longue haleine, c'est difficile, on développe toute une nouvelle technologie, une nouvelle solution. C'est une aventure de longue haleine. Nous avons réussi à fédérer autour de cette idée plusieurs laboratoires d'universités technologiques de Suisse occidentale, c'est-à-dire l'École polytechnique de Lausanne, l'École d'ingénieurs d'Yverdon, l'École d'ingénieurs de Genève. Nous sommes soutenus par de nombreuses entreprises européennes et puis nous sommes aussi accompagnés par des autorités publiques au niveau cantonal, au niveau fédéral. Donc c'est un projet, nous travaillons aussi sur plusieurs projets pilotes, ça c'est aussi important, nous travaillons sur plusieurs projets pilotes avec des opérateurs électriques comme BKV-FMB ou comme les services industriels de Genève. Voilà. Donc ça montre tout simplement le 30 devant, même si on n'a pas encore une solution qui est déjà commercialisable, on a réussi à fédérer de nombreux acteurs du monde, de l'innovation, de la recherche et de l'industrie de l'énergétique autour de ce projet. Le défi quand on se lance dans une entreprise, celle-là, c'est de trouver les moyens pour y parvenir. Donc une grosse difficulté, c'est effectivement de trouver des moyens financiers pour le faire. Alors pour l'Afrique, on travaille déjà, on prépare déjà un peu sur le terrain. Il faut trouver des partenaires locaux, des partenaires commerciaux pour pouvoir déployer la solution en Afrique. Ce projet d'école de mon travail de thèse ici à l'EPFL. Et en ce sens-là, je pense que la Suisse offre un environnement technologique très favorable à l'innovation. Et donc je pense en ce sens, voilà, on trouve dans un écosystème
avec des gens qui sont motivés, qui sont compétents, qui permettent de créer, d'innover, de trouver des belles idées pour résoudre des challenges auxquels le monde est confronté. Et ça, c'est vraiment l'atout que la Suisse a apporté à ce projet. Et je pense qu'en ce sens-là, ça aurait été difficile de le faire dans un autre contexte. En plus de ça, donc, on est accompagné par des organismes comme Cleantech Alp, comme Innovo. On a beaucoup de soutien financier public, on a aussi beaucoup de soutien d'entreprises dans le domaine. Je pense que tout ça crée quand même un écosystème qui est favorable à l'innovation, voilà, et qui nous permet de mener ce projet, malgré la difficulté à trouver du financement privé. Je dirais qu'en tant qu'Africain, l'idée d'amener le résultat de ce projet en Afrique, ça a toujours été un élément motivateur pour moi parce que, ayant travaillé en Afrique, j'ai vu la problématique énergétique en Afrique. Et l'énergie, c'est le vecteur de développement. Donc, en trouvant une solution qui peut aussi s'appliquer en Afrique, oui, je pense que nous contribuons au développement de l'Afrique parce que la problématique énergétique, elle est globale et elle est bien plus... elle se pose avec beaucoup plus d'acuité dans un continent qui a encore du chemin de développement comme l'Afrique. Oui, en ce sens-là, nous sommes convaincus que nous contribuons au développement de l'Afrique. L'Afrique représente un gros intérêt pour nous. Le besoin, il est énorme. Le potentiel est aussi énorme. Donc, ce que nous recherchons, c'est des partenaires, des investisseurs. Nous recherchons des opérateurs électriques. Nous recherchons des partenaires industriels qui peuvent aider déjà à réaliser des installations pilotes en Afrique pour l'électrification rurale, par exemple, en associant notre solution de stockage à base d'air comprimé avec des panneaux photovoltaïques. Je pense que c'est une très belle initiative parce qu'il y a effectivement pas mal d'Africains qui font des bonnes choses et qui ne sont pas vus. C'est la minorité qui n'est pas vraiment vue. Donc je pense que c'est une très belle initiative qui permet à la fois de montrer ce que les Africains font ailleurs et c'est aussi une belle initiative qui permet justement de rapprocher tous ces gens qui travaillent sur des idées, sur des projets communs pour les permettre de mettre ensemble leurs efforts, de mettre ensemble leurs idées afin qu'ils deviennent beaucoup plus concrets. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible et c'est maintenant. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. 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 Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zionskicker.com. N'oubliez pas de vous abonner. L'exposé du jour. Bonjour, je m'appelle Nyayumbi. Je vais vous faire une présentation mandatée par Zion Kick Off Startup sur les enjeux énergétiques en Afrique subsaharienne. Alors, le plan, il est divisé en plusieurs parties. La première, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que l'électricité? Comment l'électricité est-elle produite? Comment est-ce qu'elle arrive chez nous? Donc ça, c'est universel, c'est pareil dans tous les pays.
Ensuite, on va regarder dans une deuxième partie les spécificités africaines, donc pourquoi on a autant de coupures de courant en Afrique subsaharienne et comment y remédier. Et enfin, quelles sont les solutions d'avenir. Alors, qui suis-je? Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie électricité-gaz, plutôt dans des grosses institutions, développement de modèles quantitatifs, centrales thermiques, modélisation, stockage hydraulique, gaz notamment. J'ai fait du trading sur les bourses européennes d'électricité et de l'optimisation des barrages hydrauliques notamment. Et je suis le fondateur depuis quelques années de Neolec et Electro-Africa, qui sont deux solutions d'optimisation axées sur les énergies renouvelables, photovoltaïque, panneaux thermiques, éolien, stockage, etc. Donc, qu'est-ce que l'électricité? Allons dans le vif du sujet. J'ai repris une définition du Wikipédia, c'est-à-dire électron. Donc, c'est une pierre qui a des propriétés électrostatiques. Donc, les inventeurs, effectivement, avant 1800 et des poussières, on voyait juste ces répercussions, on va dire, en termes de foudre. Benjamin Franklin a inventé le parafoudre avec son cerf-volant. On pourrait l'appeler un des inventeurs. On a Volta qui a donné le volt avec sa pile. Et on a Coulomb qui a aussi donné son unité de Coulomb, unité de charge. Et puis Edison qui a inventé l'ampoule incandescente. Alors, comment est-ce qu'elle est produite? On a des centrales thermiques, gaz, charbon, diesel, pétrole, des centrales nucléaires et puis des énergies renouvelables, centrales hydrauliques, de la biomasse, du photovoltaïque et de l'éolien. Alors, une centrale thermique, électrique, c'est une turbine et un alternateur. Donc, on va prendre un exemple assez basique, c'est la dynamo, pour ceux qui connaissent. Donc, on roule et puis la dynamo fait tourner une turbine, entre guillemets, et puis du coup, ça va générer de l'électricité qui va allumer la lumière de notre vélo. Dans le cas d'une centrale, c'est juste de l'eau chauffée sous pression qui va pousser, entre guillemets, une turbine. Donc la chauffe, elle se fait grâce à une énergie primaire, donc ça va être du gaz, du charbon, du diesel, de la biomasse ou une réaction nucléaire pour le nucléaire. Donc, les cas qui sont un peu spéciaux, un peu différents de ce que j'expliquais, donc c'est l'éolien, parce que c'est le vent qui fait tourner des pales. L'hydraulique, c'est l'eau des fleuves ou un barrage. Et puis du photovoltaïque, c'est des photons qui excitent des électrons. Donc maintenant qu'il est produit, après il faut le transporter, il faut l'acheminer. Donc on a un réseau de transport. Donc là je vous ai mis un réseau de transport français et suisse. Donc c'est un peu les grosses autoroutes où on transporte les électrons. Et puis après on a un réseau de distribution avec un maillage à granularité plus fine. Donc là j'ai pris l'exemple de la France. Donc là on serait à peu près l'équivalent des nationales et des départementales. Donc l'acheminement finalement il commence en réseau très haute tension. Quand il sort de la centrale, et puis grâce au transformateur, il va arriver jusqu'à chez vous en 230 volts, mais par des étapes successives. Et l'idée, c'est toujours de réduire les pertes par effet Joule durant l'acheminement. Donc plus la tension est haute, et puis moins on a des pertes, c'est la fameuse loi d'Ohm. Donc l'acheminement point à point, pour résumer, donc c'est le même principe que les autoroutes nationales et puis petites départementales. Et selon où se situe la centrale et les consommateurs, on a plusieurs chemins pour sourcer tous les clients tout en évitant les congestions. Donc ça, c'est un peu les embouteillages. Et l'idée, c'est de minimiser les pertes, donc en faire le plus court chemin entre la production et le consommateur. Donc, notre dépendance énergétique, en tout cas d'un point de vue électrique, il faut alimenter les réfrigérateurs, les climatiseurs, les smartphones, les ordinateurs. Dans les industries, ce sont les machines. Dans les bâtiments, ça va être le chauffage. Puis maintenant, il y a les véhicules électriques qui arrivent. Donc, en fait, on a une grosse dépendance envers l'électricité. De manière plus générale, on a une dépendance énergétique, puisqu'en fait, ce graphique qu'on voit ici montre la corrélation positive entre le PIB et la consommation énergétique, de manière générale, pas que électrique. Et puis on voit que c'est 90%, ça provient de combustibles fossiles. Et puis un petit lien que je vous inviterai à regarder, parce que le PIB n'est pas toujours corrélé au bonheur, donc on peut avoir un gros PIB et ne pas forcément être très heureux. À l'échelle pays, évidemment. Alors, comment produire de l'électricité? Je vais vous les faire tout en revue, comme ça on va déjà comprendre les bases. Centrale nucléaire, donc c'est la production très élevée, en base, de minuit à minuit, ça produit pas de problème. Bas carbone, ça on va le voir après avec des chiffres. Et là, on a Cattenom, donc c'est 4 tranches de 1300 MW.
Et le problème, c'est que c'est un sujet très anxiogène. On a beaucoup de désinformation et de contre-vérités sur le nucléaire, y compris de la part des écologistes, voire beaucoup. Souvent, alors, j'ai identifié en fait les petits bémols, c'est qu'on l'identifie souvent au nucléaire militaire, alors que ce sont des technologies qui n'ont rien à voir. On en parle souvent d'un point de vue médiatique, surtout quand ça marche pas, ou peu, hein. Donc on va médiatiser les accidents, voire les incidents mineurs. On a l'impression que c'est une vieille technologie, et ça c'est parce qu'on a toujours les vieilles images en noir et blanc, mais en fait, dedans c'est aussi technologique qu'un centre de la NASA, hein, parce que voilà, ils sont obligés de suivre la régulation, suivre les normes, donc ça marche. On laisse penser que les opérateurs ne se soucient pas de la sécurité des concitoyens, ce qui est évidemment faux, parce que ça les décrédibiliserait toute la filière, et parce qu'en plus, en France en l'occurrence, il y a l'ASN qui est un organisme indépendant qui veille au grain. Donc, et puis ce qui est assez surprenant, on classe souvent l'énergie nucléaire dans la catégorie dirty, donc c'est sale, alors que pas du tout. Donc voilà. Après, quid de notre exposition permanente à la radioactivité? C'est juste qu'il faut quand même rappeler que la radioactivité est toujours là, présente autour de nous. Ce qui est dangereux, c'est certains seuils de radioactivité, c'est pas le fait qu'il y en ait. Voilà. Parlons des centrales thermiques à flamme. Donc là, je vous ai présenté 2 tranches charbon et 2 tranches fuel près de Saint-Nazaire de Cordemais. Donc, le fuel n'existe plus parce que c'est trop polluant. Et le charbon, ils sont en train de le passer, je crois, dans 2-3 ans en biomasse, en mélange biomasse-charbon. Je crois que la biomasse, c'est du recyclage de déchets agricoles et d'élevage. Et on travaille beaucoup sur améliorer l'efficacité des centrales au charbon, avec notamment des filtres antipolluants. Et puis après, on a tout l'enjeu derrière la capture de CO2. Pas trop en France, mais dans les pays nordiques. Alors maintenant, on va parler des centrales hydrauliques. On a, disons, 20% du mix africain, c'est de l'hydraulique. Puis dans certains pays, c'est quand même beaucoup plus. Donc on a du fil de l'eau, des barrages et du pompage-turbinage. Fil de l'eau, vous êtes sur une rivière, c'est le débit d'eau qui va influencer la puissance de sortie. Et puis plus vous avez de précipitations en amont, et plus vous avez de débit, et plus vous aurez de la puissance. Barrage hydraulique, là, plus c'est haut et plus il y a une différence de potentiel, et plus on va pouvoir produire. Donc là, on a la Grande Dixence en Suisse, 2000 MW, et là, on dépend des apports naturels, notamment de la fonte des neiges. Donc l'idée, c'est de profiter de la fonte des neiges en printemps et être globalement plein pour le début de l'hiver. Pompage turbinage, donc là j'ai pris FMHL, donc il y a Léman dedans, parce que tout le monde connaît le lac Léman, parce qu'effectivement l'idée c'est de pomper l'eau la nuit lorsque les prix sont bas, il y a peu de gens qui consomment la nuit, et puis de réutiliser cette énergie le soir ou en journée, donc, durant les pointes de consommation. Voilà. L'éolien. Alors le problème de l'éolien onshore, donc sur les terres, on va dire, c'est que tout le monde en veut, mais pas chez soi, donc not in my backyard, donc voilà. Et puis effectivement, on a quand même des nuisances visuelles, je dirais, pollution visuelle non négligeable, donc c'est toujours assez compliqué d'avoir les permis de construire. Au niveau de l'offshore, en revanche, déjà on a des meilleurs profils de consommation, c'est-à-dire qu'ils sont moins volatiles avec une meilleure prévisibilité, donc ça on aime bien. Des coûts acceptables, enfin qu'on est vraiment descendu drastiquement, et puis des nuisances sous-marines qu'on dirait entre guillemets acceptables, hein, je ne suis pas un expert. Maintenant, photovoltaïque. C'est des radiations donc des photons directs et diffuses, c'est avec ça qu'on arrive à faire l'électricité. Le problème, c'est que ça produit du courant continu et que votre maison, elle tourne avec du courant alternatif. Donc il faut un onduleur entre les deux. Et c'est un peu le maillon faible, et puis en plus, c'est ça qui coûte cher malheureusement. Donc là, je vous ai mis un petit profil, 6 jours de production. Voilà, vous voyez que finalement, c'est différent si jour-nuit, ça, il n'y a pas besoin du graphique pour le savoir, hein, la nuit, il n'y a pas de soleil. Été-hiver, ça c'est quand même pas négligeable parce qu'on a besoin beaucoup d'énergie l'hiver, en tout cas en Europe. Et puis l'hiver, on a peu de production photovoltaïque, donc c'est le rapport 1/10 été-hiver à peu près. Et puis, comme vous le voyez, on a l'impact de la nébulosité, puisque là, ce jour-là, typiquement, on a très peu de production. Puis, il faut quand même le savoir, on est plus efficace quand il fait froid au niveau du photovoltaïque. Alors maintenant, les enjeux transition énergétique, autour de 10 grammes de CO2 par kilowattheure, on a le vent, l'hydraulique, en gros. On passe au solaire, autour de 32 grammes.
Et puis après, ça commence à monter assez vite, hein. Donc nucléaire, on a 66, c'est raisonnable. Et puis après, gaz naturel, on a 440. Et puis le charbon, on est à 1000 avec le diesel vers 800. Donc vous voyez vraiment les écarts en termes de pollution. Voilà. Alors je voulais juste noter quand même que la France a 6 grammes, parce qu'effectivement c'est une statistique montre que je vous montre, donc avec des variabilités entre les pays, et la France est un très bon élève, et comme elle a 70% de son mix nucléaire, du coup l'électricité française est bas carbone pour ça. Donc maintenant parlons de l'Afrique, parce que comme c'est ça qui nous intéresse. C'est une population jeune, 1,4 milliard, taux de croissance de 5%, un grand continent, mais un taux d'électrification relativement faible, 35%, et une qualité de service qui est assez mauvaise, notamment à cause des fréquentes coupures de courant, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Alors le mix énergétique en Afrique, autant l'Allemagne, on a 40% d'énergie renouvelable, et le reste, en fait, c'est que des centrales polluantes, notamment donc, gaz, pétrole, charbon et lignite. En Suisse, on est plutôt autour de 40% nucléaire et 60% d'hydraulique, donc ça c'est bien, sauf que l'hydraulique, on est quand même dépendant du temps, hein, des apports naturels. En Afrique, on a à peu près 50% de charbon, 20% d'hydraulique et de gaz, et puis 11% de pétrole. J'ai pris deux exemples un petit peu très différents, en l'occurrence. 80% d'hydraulique pour la Zambie, et puis l'Afrique du Sud, qui est quand même pas très loin, elle a 80% quasiment de charbon. Et 4% de nucléaire, parce que c'est le seul endroit en Afrique où on a une centrale nucléaire, avec 2 tranches de réacteurs. Alors, les coupures, qui est concerné? Donc là, c'est une source statistique. Alors le chiffre n'est pas tellement important. Ce qui est important de voir, c'est que finalement, les pays africains que j'ai mentionnés en orange, ils sont tous dans le haut du tableau, donc ont des problèmes endémiques de coupure de courant. Et on va essayer de regarder pourquoi. Et puis si chacun va regarder son pays, ici c'est la population et le nom du pays. Alors, les problèmes en Afrique, hein, j'ai mis une petite croix rouge, et puis vous allez voir à quel niveau du système on a des problèmes en Afrique. Alors ici, finalement, on démarre avec une centrale de production, et puis comme je vous l'avais montré, on a les transformateurs pour faire baisser la tension jusqu'à arriver sur le dernier pylône à peu près, qui fait direct qu'on est à peu près 230 volts à la maison. Alors, les problèmes, nous, ils sont à tous les niveaux. Voilà. Donc on a des problèmes au niveau de la production parce qu'on a beaucoup de maintenance à faire, on ne produit pas suffisamment de mégawatts parce qu'on n'a pas assez de centrales, et quand on en a, on n'a pas les pièces qu'il faut pour garantir la puissance maximum. On a beaucoup de problèmes au niveau des transfos et des pylônes, donc au niveau du transport, on a des pertes énormes. Et puis finalement, quand on arrive en bout de chaîne à la maison, même sur le dernier pylône, on a encore des gens qui arrivent à frauder et puis ne pas payer le service, et puis d'autres encore plus malins qui vont directement se connecter sur votre compteur, et puis du coup vous vous rendez compte du malaise que si vous partez suffisamment longtemps en vacances et réalisez que vous avez une consommation anormale. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de fraude. Alors ici j'ai fait un petit résumé. On a des pertes techniques et non techniques. Donc technique, c'est juste effet Joule, et puis non technique, c'est tout le reste, c'est-à-dire problème de facturation, problème de fraude, problème erreur humaine, voilà. Et puis le total, c'est à peu près 40%, mais je pense que c'est beaucoup plus. Et puis en France, on est à 10% au total, avec 3-4% de pertes techniques, donc uniquement liées au réseau de transport et pas de distribution. Alors, les solutions en amont, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir dans des nouveaux actifs de production. On n'a pas assez de production, et pour ça, il faut favoriser les investissements sur le long terme. Il faut investir dans un réseau de transport et de distribution qui va être plus fiable et qui va générer moins de pertes. Pour ce faire, ça serait bien qu'on ait l'aide des organismes supranationaux garants, type Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, pour couvrir le risque. Et puis effectivement renforcer les contrôles pour éviter les fraudes endémiques qui parfois viennent de l'intérieur. Alors, les problèmes et solutions en aval, donc en bout de chaîne. Quand l'électron il arrive à la maison, on a souvent des problèmes de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par qualité de courant? Imaginez, vous prenez une bonne douche froide, enfin une douche tout court à 40 degrés, elle est très bonne. Et puis, si on alterne le chaud et le froid, c'est quand même assez désagréable. Vous l'avez quand vous allez dans un hôtel un peu cheap. Voilà. En moyenne, ça fait peut-être 40, mais si ça passe par 44 et 36 toutes les 30 secondes, c'est pas agréable. Donc, dans des cas extrêmes où c'est très très chaud et très très froid,
ou très très froid, on se brûle. Donc on va réparer si c'est pas trop grave, et puis dans les mauvais cas, voilà, on meurt. Et ça, c'est le problème en fait des surtensions et des sous-tensions. Voilà. Donc en France, on est à peu près, enfin, en Suisse aussi, à 230 volts, plus ou moins 10%. Je pense qu'on dépasse allègrement les 50% sur nos réseaux africains, sauf que nos appareils ne sont pas dimensionnés pour pouvoir supporter des sous-tensions et des surtensions aussi importantes. Et puis on a des drames avec des feux. Donc la solution, c'est d'acheter un stabilisateur de tension qui, quel que soit le niveau de tension en entrée, va nous donner un niveau de tension en sortie qui correspond à 220 ou 230. Et puis on le met sur la prise électrique et puis la télé se branche sur le stabilisateur de tension. Pour les courants intermittents, donc ça c'est quand on a des coupures de courant, on a un groupe électrogène, c'est la solution de prédilection. C'est une mini-centrale de production, c'est le même moteur que vous avez dans une voiture, vous l'alimentez en essence et puis ça produit l'électricité. Donc c'est effectivement abordable à l'achat. Alors c'est extrêmement bruyant, c'est plus bruyant qu'une Harley Davidson. C'est polluant parce qu'on met de l'essence dedans et puis les coûts de fonctionnement, faut quand même mettre l'essence. Donc, mais en revanche, quand le réseau saute, ils ont un réseau bis, et lui il prend le relais, il faut juste l'allumer. Donc voilà un peu la transition comme elle se fait. Alors quand on a un peu les deux cas de figure, si vous voulez, qu'on a du courant de mauvaise qualité et puis qui n'est pas toujours là, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un UPS. Donc c'est un onduleur avec une petite batterie interne en fait, qui permet de laisser ou allumer votre ordinateur pendant les quelques minutes, le temps que vous fassiez la sauvegarde. Et puis voilà, donc c'est assez pratique, mais c'est plutôt réservé aux tertiaires. Mais vous pouvez en avoir chez vous, ça marche aussi. Alors, je ne vais pas trop détailler la solution que Elecfor Africa a mise en place, mais l'idée, c'est de régler ces problèmes avec un seul et même système. Donc, avoir du courant de qualité en permanence, avoir une batterie interne qui va pouvoir prendre le relais de manière instantanée lorsqu'il y a une coupure, et puis choisir en fait des appareils qu'on appelle essentiels. Donc, dans ce cas de figure, la clim, le frigo et la télé. Et puis fonctionner un peu en mode dégradé, puisque voilà, on va essayer d'économiser l'énergie. Et par ailleurs, on peut aussi la brancher au second groupe électrogène pour faire des économies supplémentaires sur la consommation, puisqu'on a un moyen d'optimiser le fonctionnement du groupe électrogène. Donc en résumé, en temps réel, vous avez votre téléphone, et puis vous avez toutes les informations de consommation, combien de batterie il vous reste, etc. Donc à la fin, vous n'êtes plus en stress. Et l'avantage, c'est qu'on peut le coupler avec des panneaux solaires pour charger la batterie interne. Donc c'est quand même assez intéressant. On a gagné un prix UK Fast Track Sustainability au mois de mars pour ça. Alors, vu qu'on veut être un pragmatico-pratique, voilà, je cherchais le terme, le meilleur moyen de ne pas dépenser de l'argent, c'est juste de ne pas en produire, en fait, pas consommer, pardon. Donc, l'été, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les volets. Ça, c'est valable en Afrique, c'est valable en Europe. C'est parce que là, on veut couper les photons qui vont rentrer, qui vont chauffer votre pièce. Ça, je le vois souvent en Afrique, on n'y pense juste pas assez. Et puis, bon, l'hiver, c'est l'inverse. On les ouvre parce que l'hiver, on veut justement que les photons rentrent chez nous pour nous donner du chaud, sauf la nuit. Alors, après, il faut isoler. Ça, je passe. On aère sa maison. Alors oui, l'hiver, ça met du froid, mais il faut quand même le faire parce qu'il y a une pollution interne à la maison qu'il faut quand même évacuer. Et on évite les ouvertures à la verticale. Alors, en fait, apparemment, on dit à l'horizontale, mais c'est pas une bonne idée. Ça n'aère pas, ça vous met juste du froid chez vous, mais ça n'aère pas. Pas de rideau devant les radiateurs, ça paraît évident, mais je le vois tout le temps. On dégivre régulièrement les frigos et les congélateurs. Ça, on le fait jamais, mais c'est une grosse bêtise. On retire la poussière derrière les radiateurs parce que ça génère de l'électricité statique. On ne le sait pas assez, mais ça fait des économies aussi. On entretient ces climatiseurs, notamment en nettoyant les filtres, parce que c'est comme ça qu'ils seront efficaces. On ne met pas des températures de consigne trop basses sur le thermostat, parce que ça veut dire que le compresseur va tourner en permanence, et ça, c'est pas bon du tout pour sa durée de vie. Donc, ne mettez pas une température de 13 degrés alors qu'il fait 48 dehors, ou 34. Ça n'a pas de sens. On ferme les pièces pour isoler. On privilégie les ventilateurs. Les ventilos, ça consomme beaucoup moins.
Ça n'a pas la même vocation, mais si vous pouvez faire du ventilo plutôt que de l'air conditionné, c'est mieux. Et puis on remplace les lampes incandescentes par des LED, parce que pour le coup, il y a des économies, vous les verrez tout de suite. On pose des vannes thermostatiques, ça c'est pour l'hiver. Le sèche-linge, il faut quand même savoir, sèche-linge électrique, hein, ça consomme énormément. Et dernier point, le groupe électrogène, souvent ils ne sont pas du tout adaptés. Et ça, on peut vous aider à trouver le bon groupe électrogène, parce que souvent on les achète trop gros, donc on paye trop cher, et à la fin ils consomment énormément. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à me faire part de comment je peux vous aider de ce point de vue-là. Donc en conclusion, les enjeux de décarbonisation de l'économie, ils sont forts, hein. La transition énergétique, on la veut tous. C'est probablement antinomique avec le manque de production énergétique en Afrique, parce qu'on ne peut pas avoir un mix énergétique qui est uniquement fait de production volatile et qui est difficilement prédictible. Donc le challenge, ça va être de concilier les deux objectifs. Donc on a un manque d'infrastructures criant, hein, au niveau de la production, du transport et d'investissement, notamment parce qu'on a des politiques, pas forcément, des géopolitiques pas très stables. Et en fait, on a des énergies vertes, je vais y arriver, qui suscitent de nombreuses attentes, mais qui sont une problématique vraiment assez importante. Donc juste pour finir, le solaire, parce qu'on en parle beaucoup, j'ai repris ça de ce petit graphique de l'Institut Montaigne que j'ai trouvé assez bien fait, parce qu'il résume bien les opportunités et les obstacles. Et c'est un peu ce que j'ai résumé. En revanche, je vais rajouter une petite sauce, parce que je dirais qu'il faut faire attention aux solutions de stockage qui sont pour la plupart inadaptées aux conditions climatiques africaines. Donc typiquement, on prend beaucoup des batteries au plomb, c'est très bien, en Europe. Mais chez nous, c'est pas du tout bien parce que ça supporte pas du tout bien les températures extrêmes. Donc, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux partir sur des technologies type lithium. Et pas toutes les technologies de lithium, mais certaines sont bien adaptées, ou titanium, ou cristal de plomb. Voilà, il y a d'autres technologies qui sont plus adaptées. Sans réseau, tout s'arrête. Alors ça, c'est pas innocent. C'est que quand on a une coupure de courant, nos panneaux photovoltaïques ne marchent plus et probablement la batterie non plus ne marchera plus parce qu'en général, elles n'ont pas de fonction backup. Et le photovoltaïque, l'onduleur a besoin de réseau pour fonctionner, donc sans réseau, il ne fonctionne plus. Ils se sont rendus compte de ça en Californie, là, il y a quelques années. Voilà, après, voilà, il faut pouvoir synchroniser le réseau, et si vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas de réseau. Voilà, donc il faut que ce soit pensé en amont, pour faire simple. Donc, les projets, généralement, ils sont pensés sans tenir compte de l'infrastructure réseau existante. Ça, c'est un gros souci. Donc, si vous faites un champ solaire et puis finalement, vous n'avez pas l'infrastructure pour acheminer tous ces mégawatts ou kilowatts produits, du coup, le projet est mal pensé. Et puis souvent, ils sont un peu mal pensés parce qu'on ne voit pas toute la chaîne. Voilà. Donc là, je peux vous aider à regarder toute la chaîne. Donc, comment s'opère le suivi? Généralement, il n'y a pas de suivi et ça, c'est problématique. Il n'y a pas beaucoup de maintenance dans le solaire. Il faut quand même monitorer 2-3 choses. Quand on ne le fait pas ou quand on ne sait pas le faire, après 3 ans, 70% des installations photovoltaïques, elles sont inopérantes. Donc voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Il ne faut pas oublier que c'est un métier technique. Et moi, je suis toujours un petit peu choqué quand je vois au bord de la route un vendeur de panneaux solaires à côté d'un vendeur de goyave et d'ananas. Non, voilà, ça reste technique. Et si ça ne marche pas, l'adoption qu'on n'a pas en Afrique, c'est aussi parce qu'on a fait beaucoup de déçus, parce qu'on a pris le problème un petit peu à la légère. Voilà, donc ça, c'est mes détails que si on doit rester en contact, voilà le spectre de mes compétences. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, au-delà des compétences, on a surtout un numéro de téléphone et un email pour me joindre. Et puis, ici, c'est l'ensemble des incubateurs ou des lots, des prix qu'on a pu gagner depuis 3 ans que je fais ce projet. Donc, bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Nous voulons un avenir rayonnant. J'ai pris cette image de l'Institut Montaigne de nouveau et je l'ai trouvé magnifique. Moi, elle me donne beaucoup, beaucoup d'espoir et œuvrons pour que l'avenir soit aussi lumineux qu'on le voit sur cette image. Voilà, je vous remercie, c'est un grand plaisir. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Time is now to build the future of Africa.
Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. L'Afrique que nous voulons, c'est possible. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zayankickup.com. N'oubliez pas de vous abonner. Votez pour le meilleur pitch projet en vous rendant sur le site www.salonafriquezks.com. À vos marques, prêts, pitchez. Alors, OK. Afergis, c'est une start-up qui met la data au service de l'efficacité énergétique. Entendez par efficacité énergétique toutes les pratiques qui permettent de diminuer la consommation d'énergie tout en maintenant un niveau de performance équivalent. Nous avons regroupé nos principaux problèmes en trois principaux catégories. D'abord, nous avons la consommation d'énergie qui est non maîtrisée, les coûts énergétiques qui sont très élevés, l'impact environnemental également qui est négatif. Suivant. La solution que nous proposons, c'est une plateforme web où les gestionnaires d'énergie peuvent gérer la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette plateforme leur permettra, entre autres, de réduire les charges énergétiques, de réduire leur empreinte environnementale, de mieux gérer leur budget et de centraliser leurs données. Suivant. Les principales fonctionnalités de notre produit seront l'archivage et la traçabilité des informations collectées, la gestion des alarmes, l'utilisation d'un modèle prédictif de la consommation des fluides, la gestion et le pilotage des actions et également l'automatisation des reportings. Suivant. Le marché sur lequel nous comptons nous positionner est situé au Cameroun, en Afrique centrale. Suivant. Nous y avons recensé pas moins de 400 entreprises et nos concurrents déjà présents sur ce marché génèrent pas moins de 350 millions de francs CFA. Nos revenus projetés en obtenant, les revenus que nous comptons obtenir, les revenus que nous comptons avoir en obtenant 15% de part de marché sont équivalents à 45 millions de francs CFA. Suivant. Notre cible se situe à l'intersection de deux segments. En A, nous avons les bâtiments tertiaires et en B, nous avons les industries. Nous ciblons essentiellement les entreprises qui disposent d'un parc immobilier d'au moins 2 bâtiments. Ces entreprises-là représentent environ 33% de parts de marché. Suivant. Notre modèle économique, lui, il est constitué d'un prix fixe que les entreprises payent pour démarrer le projet et nous prélevons également 5% sur la facture énergétique de chaque entreprise. Ces 5% représentent les coûts de leur abonnement. Les revenus que nous projetons pour 2022 sont de 19 millions de francs CFA en obtenant 5% de part de marché. Suivant. Notre stratégie de marketing s'appuie sur la prospection B2B en ciblant les catégories d'entreprises surlistées. Nous proposerons un produit avec une version premium qui comportera des fonctionnalités payantes. Nous maintiendrons également une relation avec nos clients en établissant une politique de fidélisation, un taux de satisfaction acceptable et un retour d'expérience client. Suivant. L'analyse concurrentielle nous a fait ressortir nos principaux concurrents et leurs différents positionnements par rapport à nous. Suivant. Nos avantages par rapport à nos concurrents, c'est que nous proposons nos produits sans faire d'audit énergétique physique, dont nous gagnons en temps. Nous n'installons pas également de nouveaux équipements
sur les installations du client, dont il n'investit pas à ce niveau-là. Et le coût d'investissement initial pour le client reste abordable. Nous avons également le temps de mise en place de notre produit qui est très court. On parle de 4 semaines suivantes. Notre équipe est pluridisciplinaire, avec notamment moi comme cofondateur et Lolita Mbondor également. Suivant. Donc, le coût du projet s'élève à 38 millions de francs CFA. L'usage des fonds est représenté à la diapositive de gauche, à la figure de gauche. Et les étapes que nous devons suivre il y a le développement du logiciel, l'obtention de la preuve du concept, l'achat de matériel et le développement commercial. Suivant. Nous observons que notre chiffre d'affaires évolue de façon croissante sur 3 ans. La première année, nous enregistrons un bénéfice brut négatif et un résultat net négatif, mais à partir de la deuxième année, les résultats commencent à devenir positifs. Suivant. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Questions-réponses. Merci Georges pour cette présentation, c'était très intéressant. On va approfondir quelques aspects à travers tes questions. La première, c'est par rapport à votre solution. On n'est pas très au clair sur le fait que pendant 4 semaines, vous allez opérer chez le client final sans faire un audit ni poser des capteurs. Du coup, la question, c'est que faites-vous pendant ces 4 semaines? Comment se structure votre service, en fait? Bon. En réalité, nous n'installons pas de capteurs parce que nous utilisons des données qui existent déjà chez le client. Ces données-là, ce sont les factures d'énergie, les fiches techniques d'équipement. En réalité, notre solution permet de faire un audit, pas physique, mais virtuel, au travers du logiciel. Et le logiciel, lui, on dit 4 semaines parce que la première semaine, nous faisons une première réunion avec le client. On identifie les données qui sont disponibles. La deuxième semaine, on collecte les données. La troisième semaine, on intègre les données, on paramètre le logiciel pour le client, on le personnalise. Et au bout de 4 semaines, le logiciel est paramétré et il indique déjà au client les économies d'énergie, les économies potentiellement réalisables et à quel niveau ces économies peuvent être réalisées. D'accord, c'est très clair. Donc, j'imagine que, étant donné que vous facturez, si on a bien compris, 5% de la facture énergétique du client final, c'est que vous êtes capable de, on l'espère, procurer des économies au moins à hauteur de 5%. Et comment est-ce que vous arrivez à le prouver, Oui, je dirais, au client final? Bon, nous prélevons 5% sur la facture, mais nous garantissons au minimum 8% d'économie d'énergie sur la facture annuelle globale, sur la consommation annuelle globale. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez justement pu mettre en place des projets pilotes? Et si oui, quel a été le retour client? C'est un petit peu ça la question. Oui, nous n'avons pas encore réalisé un projet pilote majeur. Pour l'instant, nous sommes encore en cours de prototypage, de développement de l'application. Donc, nous espérons pouvoir effectuer les tests, disons, d'ici 2021, dans mai 2021, mai-juin 2021. D'accord, c'est très clair, je vous remercie. Au niveau de la fidélisation, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est très important quand on a un client, on aimerait le garder. C'est un aspect que vous avez mentionné dans votre présentation. Est-ce que vous avez une stratégie bien particulière pour fidéliser vos clients? Oui. Au niveau de la fidélisation,
En dehors de la plateforme qu'on met à disposition du client, il y a aussi un service d'accompagnement. En réalité, on ne laisse pas le client livrer à lui-même. On ne laisse pas se débrouiller sur notre plateforme. Il y a une assistance, un accompagnement qui va avec. Donc, on a des experts qui accompagnent le client, qui lui recommandent des actions à mener et où c'est prioritaire. Donc, et il y a cette particularité que le client obtient l'application dont il a besoin. Ce n'est pas une application, c'est pas une application, comment dire ça, pour tout le monde. Donc, c'est vraiment personnalisé en fonction des besoins du client. D'accord, très bien. Et par rapport maintenant à la partie business plan, donc si on a bien compris les graphiques, vous seriez rentable à partir de l'année 2. Ceci dit, la partie salaire et autres correspond à un gros pourcentage de vos coûts. Et du coup, la partie autre correspond à quoi finalement? Est-ce que c'est un gros pourcentage dans la partie salaire et autres ou autre, ça veut… Voilà, on aimerait bien avoir des précisions sur ce que ça veut dire, s'il vous plaît. C'est la dernière question d'ailleurs. Salaire et autres, il y a d'abord les salaires et en plus, il y a les coûts de fonctionnement, les frais généraux pour faire fonctionner l'entreprise sur un exercice. C'est ce que nous avons mis dans salaire et autres. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. On n'a plus de questions à ce stade. Et vraiment, merci d'avoir présenté ce beau projet. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Et à bientôt, on espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com. Binelong Africa. Avale biayi biyeneye a kiti. Maremu orikata kai soni kankanne nyalin ko gati ni khalangani na hatam biniranya khoga mundana nyamo gobe wani agalawa nyana. Kubaka inashoboka. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. 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 Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zayankika.com. N'oubliez pas de vous abonner. Votez pour le meilleur pitch projet en vous rendant sur le site www.salonafriquezks.com. À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour, je suis Walter Togem, entrepreneur jeune vert du Cameroun. Notre proposition des valeurs consiste à produire du biogaz à partir des déchets d'agriculture et d'élevage. Notre travail sera présenté selon le plan ci-contre. Alors, c'est quoi le problème? On note la dégradation plus prononcée des forêts de mangrove. En effet, entre 1985 et 2002, nous avions perdu 50% de nos forêts de mangrove et ceci dû aux activités anthropiques. On note également une très grande dépendance des populations au bois énergie, ce qui cause des effets néfastes tant sur l'environnement local que global. En troisième plan, on a également le problème de gestion des déchets. En effet, la ville de Douala, qui compte 3 millions d'habitants, produit 7000 tonnes de déchets chaque jour. Seulement 60% de ces déchets sont collectés par l'entreprise parapublique en charge de collecte et 40% sont abandonnés
abandonnés dans la nature, causant de nombreux dégâts. On note également le problème d'emploi. En effet, 30% des jeunes au Cameroun n'ont pas d'emploi. Sur ces 30%, 40% de ces jeunes préfèrent immigrer. Et nous tous savons les conséquences perçues comme un moyen efficace pour relever les défis surmentionnés. Comme objectif du projet, nous devions mettre en place une structure spécialisée dans la conception et la réalisation des biodigesteurs. Nous voulons fournir à la population une énergie propre et moins chère, fournir aux agriculteurs et aux éleveurs des biofertilisants afin de booster les différentes activités. Comme avantage du projet, la création des emplois locaux, la réduction de l'utilisation des engrais chimiques, l'assainissement des villes, la lutte contre les changements climatiques et bien d'autres. Notre marché au Cameroun est dans les données de la SNH pour une offre de 2000 tonnes mètres cubes qui s'avère largement insuffisante. Comme cible, nous proposerons une énergie pour les hôtels et les restaurants, des entreprises qui utilisent de l'énergie pour le chauffage des poussins, des agriculteurs et des éleveurs pour les biofertilisants. Comme concurrence, on peut citer entre autres Bocom, Total, Camgas et Afrigas. L'origine de nos revenus proviendrait de la vente du méthane, des ventes des biofertilisants et des prestations de services environnementaux. La partie financière est présentée selon le slide suivant et nous obtiendrons nos bénéfices à partir de la deuxième année et elle s'élèvera autour de 19 millions. Comme force, nous avons la disponibilité des déchets à tout moment, notre climat tropical qui est favorable à la fermentation des déchets, la disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché et la facilité d'acquisition d'outils nécessaires au fonctionnement des équipements de production. Comme faiblesse, on a notre climat qui est instable dû au changement climatique. Nous avons le coût élevé des outils de production. Comme notre structure, nous avons besoin d'une formalisation, des levées de fonds, des équipements, collaboration et réseautage et la gestion et formation. Je vous remercie de votre aimable attention et je reste ouvert pour des critiques. Merci. Questions-réponses. Merci beaucoup, Walter, pour cette intervention. On a quelques petites questions assez intéressantes. La première, le nom du projet nous a échappé. Est-ce que ce projet a un nom, s'il vous plaît? Le nom de mon projet, c'est des déchets organiques. Allô? Ou le nom de la start-up, on va dire, du projet. Le nom de ma start-up, c'est Énergie Bio Cameroun. D'accord, très bien, merci. Énergie Bio Cameroun, d'accord. Alors, dans vos statistiques, vous avez mentionné le SNH. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? La Société nationale des hydrocarbures. Ah, d'accord. D'accord, ok. Et puis, c'est de là dont vous sortez vos statistiques. Ok, c'est un petit peu plus clair. Monsieur. Au niveau du projet, aujourd'hui, au niveau de la maturité, on n'est pas très au clair. Est-ce que vous avez un labo, un petit laboratoire où vous avez testé vos produits, on va dire le produit fini? Est-ce que vous avez déjà un espèce de proof of concept avec des clients? Et est-ce que vous avez des équipements, en fait, où vous en êtes en fait, par rapport à ça aujourd'hui? En fait, je vous ai dit tantôt, j'ai commencé à faire un prototype avec un bidon de 50 litres. Et j'ai eu des petits résultats. Oui, mais actuellement, je suis en stand-by. Et je m'apprête également à refaire un deuxième prototype. Et par ricochet, je mature bien encore mon business model. Oui, c'est à ce niveau que je suis. D'accord, très bien, merci. Et par rapport aux déchets, donc on en comprend qu'il y a des projets, des déchets agricoles et d'élevage.
Est-ce que vous pouvez tous les mettre, je dirais, dans le même tonneau et puis faire du biogaz avec, ou est-ce que vous avez besoin de trier les déchets? Et si oui, du coup, où est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que ça vous coûte de l'argent aussi de le faire? Oui. En ce qui concerne les déchets, c'est mieux de les trier parce que chaque déchet a une caractéristique et a aussi une caractéristique dont tous les déchets n'ont pas le même potentiel, d'où l'utilité de les trier. Et en ce qui concerne le lieu, c'est au marché. Il y a précisément un marché à Douala 2e, appelé marché des chefs, où il y a vraiment beaucoup de déchets de bœufs, des déjections de bœufs qui nuisent même les populations là-bas. Donc, je crois que c'est gratuit et c'est disponible. D'accord. Donc, si on entend bien, vous allez au marché, vous récupérez les déchets gratuitement et derrière, vous pouvez produire. D'accord. Et du coup, par rapport à la concurrence, donc là, on a vu notamment Total. Est-ce que pour vous, c'est de la concurrence indirecte ou directe? C'est-à-dire, est-ce qu'eux-mêmes vendent du biogaz, donc auquel cas ils seraient un compétiteur direct, ou est-ce que ça peut être aussi un partenaire qui distribuerait vos produits? Comment vous voyez la chose par rapport aux grands acteurs? Moi, je crois que jusqu'ici, le marché du biogaz au Cameroun n'est pas encore développé. Donc, les concurrents que j'ai cités, en fait, ce sont des concurrents indirects, vu qu'eux, ils vendent du butane. Donc, moi, je viendrai sur le marché avec du biogaz pour commercialiser le biogaz. Eux, ce sont juste des concurrents indirects. Donc, on pourrait faire des partenariats pour mieux mûrir et développer cet autre aspect d'énergie qu'offrent les déchets. D'accord, non, c'est tout à fait clair. Et la question qui nous a un petit peu surpris, en fait, c'est pas une question, mais au niveau des biofertilisants, pardonnez-nous, mais en fait, nous, on avait l'impression que vous pouviez chauffer, donc utiliser cette énergie pour notamment chauffer des choses. En revanche, sur la partie biofertilisant, on a été un petit peu surpris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Oui, parce qu'à la fin, après nos 1 mois ou 60 jours de biométhanisation, on a un produit fini qu'on appelle le digesta. C'est ce digesta-là qui peut être utilisé comme biofertilisant pour les cultures chez les agriculteurs et aussi comme engrais dans l'élevage des poissons, parce que dans les étangs, il faut fertiliser les étangs. Et ces biofertilisants constitueraient un excellent engrais pour les zooplanctons et qui seront des aliments pour les poissons. D'accord, très bien. Donc, on se rend compte qu'il y a une double utilité de pouvoir finalement avoir deux façons de faire ou deux utilités possibles. On comprend. D'accord. Donc, ça rend le produit. Au fait, si vous me permettez, s'il vous plaît, Oui, en très fait, vite. ça c'est juste une première partie du projet parce que dans un futur proche ou éloigné, j'ambitionne également produire de l'électricité à partir du biogaz. Parce que par le mécanisme de cogénération, parce que c'est possible de faire fonctionner, de s'éclairer à partir du biogaz, parce qu'il y a des lampes à biogaz, il y a des générateurs qui fonctionnent à biogaz. Donc ça, ce sont des projets futurs d'ici 15 à 20 ans, vu que je suis jeune, donc je peux me projeter sur 20 ans sans souci. Très bien. Bah, écoutez, c'est excellent. Ça veut dire qu'on a beaucoup, en termes de roadmap, on aura beaucoup de choses à rediscuter. On vous remercie pour votre temps et puis on vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet à long terme, visiblement. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Walter. Ok, c'est moi qui vous remercie pour ce privilège et pour ce challenge, en fait. Donc, merci et au revoir à vous. On vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Monsieur. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com. À demain!
ist möglich, das von uns gewünschte Afrika aufzubauen. Building the Africa that we always dreamed of is possible. Afrika twifuza kubaka irashoboka. Mfamfa msopa pelusi pakwadzi sihag hafu sihag hafu. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est bien possible. L'Africa che vogliamo battere è possibile.